Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce dimanche matin assez tôt. Je vais vous parler pendant les 46 minutes qui suivent d'une des personnalités qui est désormais la plus connue au Portugal, une des personnalités du XXe siècle les plus connues. Est-ce que le PowerPoint peut être lancé? Est-ce que c'est possible? Merci. Qui, en octobre dernier, a eu les honneurs du Panthéon du Portugal. Au Portugal, il y a également un Panthéon où vous retrouverez, si vous y allez en plein cœur de Lisbonne, Amália Rodrigues ou le genre de footballeuse Eusébio, mais aussi des personnalités politiques et littéraires. Et depuis donc octobre dernier, Sousa Mendes a les honneurs du Panthéon. Son corps est resté dans son village. La famille n'a pas voulu que le corps soit présent au Panthéon. Et c'est une histoire, comme on le verra, qui est en partie proche de chez nous, parce qu'elle se passe à Bordeaux, à Bayonne et à Hendaye principalement. Cette notoriété actuelle, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est peut-être pour ça que vous êtes venus, tranche avec le fait qu'après sa mort en 1954, il meurt dans l'oubli le plus absolu, après ses actes d'avoir sauvé des milliers de personnes, au lieu d'être récompensé, au lieu d'être honoré, au lieu d'être reconnu, il va tomber dans la misère à cause du fait d'avoir sauvé des personnes. Et donc il va tomber dans la misère, il va être destitué de ses fonctions, il va être fréquemment malade, et il va mourir en 1954 dans l'oubli le plus absolu, au Portugal. Et ça, c'est sa maison. Il avait un grand palais dans le cœur du Portugal, et ça, c'est sa maison qui montre bien, en fait, comment l'oubli, la misère, la décadence qu'il a connue dans son propre corps, et sa famille a connu, s'est matérialisé dans la maison. La maison est maintenant en train d'être reconstruite et deviendra un lieu de mémoire, un musée. Donc, ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'a imparti, c'est de vous présenter à la fois ces actions de cet homme en juin 1940, comment il a pu sauver des vies de milliers de personnes qui craignaient pour leur vie, qui ont eu donc envie de survivre, comment il a été puni et pourquoi il a été puni d'un acte qu'on pourrait maintenant considérer comme un acte de terrorisme, et troisièmement, comment petit à petit il a été réhabilité. Le piège dans ce genre quand on fait ce genre d'histoire, et notamment Sousa Mendes, c'est que très souvent, j'ai déjà parlé de héros. Et le problème, quand on parle des héros, c'est qu'on focalise toute l'attention sur eux, et on oublie un peu les éléments extérieurs et les autres personnages qui ont pu éventuellement participer à cette action, et je vais essayer aussi de ne pas les oublier. Et un autre piège aussi, quand on étudie ce genre de personnalité, quand on étudie un moment dramatique, comme sont les événements de juin 1940, c'est de penser que toute la vie de la personne était vouée à accomplir cet acte. Et il ne faut pas non plus se faire une image pieuse de Sousa Mendes, et toute sa vie précédente n'explique pas cet acte. Et ce qui le rend d'autant plus fort, c'est pourquoi, et vous comprendrez pourquoi quelqu'un qui n'était pas vraiment amené à faire cet acte-là, l'a accompli. Sousa Mendes naît en 1885, Aristide Sousa Mendes, né en 1885, dans le cœur du Portugal. À Cabanes de Viriato, à côté de Viseu, si vous connaissez le Portugal. Et il vient d'un milieu aristocratique. Son père est juge, il ne vient pas du tout d'un milieu populaire. Son père est juge, il a un frère jumeau, comme vous le voyez, César, qui lui-même deviendra diplomate et qui deviendra même ministre des Affaires étrangères, sera le premier ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement d'Antonio Oliveira Salazar, qui va devenir le dictateur, dont on entendra parler un peu plus tard. Et donc, il fait des études de droit à l'université de Coimbra, la prestigieuse université de Coimbra, avec son frère. Et dès 1910, quelques mois avant le début de l'avènement de la République, il devient diplomate. Il vient d'un milieu conservateur, très catholique, monarchiste, et ne sera pas du tout un soutien de la République. Oubliez l'idée que c'est une personne de gauche, ce n'est pas du tout le cas. Le milieu diplomatique au Portugal est extrêmement conservateur. Et donc, à partir de 1910, il devient diplomate, il commence... Alors, il est affecté en Guyane britannique, mais c'est très court. Ensuite, il va à Zanzibar, en Afrique. Puis, il est nommé plusieurs fois au Brésil. Puis, il va quelques années à San Francisco, aux États-Unis. Et surtout, à partir de 1929, il est consul du Portugal à Anvers, en Belgique. Et une des choses qui marque beaucoup les gens qui le côtoient au cours de ses différents voyages, c'est sa famille. Il a eu, avec sa première épouse, Angelina, 14 enfants. 12 ont survécu, ce qui est
pour l'époque, pour le Portugal, beaucoup, parce que le taux de mortalité infantile était énorme. Les 14 ne sont pas là, je crois que j'en ai compté 10. Donc c'est une famille extrêmement nombreuse. Et donc à chaque fois, vous imaginez, à chaque affectation, il fallait trouver un logement pour cette grande famille. Une des missions des consuls était notamment à l'étranger, représenter le Portugal, notamment à Anvers, il y a une partie commerciale très importante avec le port d'Anvers, mais c'est aussi de donner des papiers d'identité ou des passeports aux Portugais qui habitent à l'étranger, notamment au Brésil. Il y a beaucoup de Portugais, il y en a aussi à San Francisco. Et tout au long du XXe siècle, un des problèmes pour le ministère des Affaires étrangères était d'éviter que des gens qui ne soient pas portugais obtiennent des papiers portugais. Et ça touchait une population, et vous comprendrez certaines choses ensuite, je vais essayer de passer rapidement. C'est comme vous le savez, le Portugal avait une population juive importante au Moyen-Âge, qu'à partir de la fin du XVe siècle, une partie de cette population a été victime de l'Inquisition, et beaucoup de ces juifs portugais soit sont convertis, soit, ou après, ont quitté le Portugal. Vous connaissez les communautés juives à Saint-Esprit et à Bayonne. À Bordeaux, vous connaissez tous ces noms, Peixoto, etc., ou Mendes France, qui est le cas le plus connu, à Paris, etc. Et là, c'est une carte qui montre les départs vers une ville en particulier, qui est maintenant en Grèce, mais qui à l'époque n'était pas en Grèce, qui s'appelle Salonique. Et beaucoup de juifs séfarades, venant du Portugal ou d'Espagne, sont installés à Salonique, qui était une des grandes villes dans la Méditerranée juive. Et un certain nombre d'entre eux avaient conservé des rituels soit plutôt castillans, soit plutôt portugais. Salonique est dans l'Empire ottoman où ils jouissent d'une liberté de culte assez large jusqu'en 1912. Et en 1912-1913, Salonique devient une ville grecque. Et beaucoup de ces juifs de cette ville, on ne voit pas ça vraiment d'un très bon œil, puisqu'ils avaient une certaine liberté, ils avaient formé une sorte d'État dans l'État, comme on disait dans la Bible maçonnique, et donc ils vont essayer de se protéger en demandant la nationalité d'autres pays. En considérant qu'avec la nationalité d'un autre pays, en n'étant pas grec, ils vont pouvoir avoir une protection. Et certains d'entre eux obtiennent la nationalité espagnole, soit autrichienne, et une petite minorité d'entre eux, environ 500, on ne sait pas très bien, obtiennent de s'inscrire au consulat du Portugal à Salonique. Et commence un quiproquo, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux pensent qu'ils sont devenus portugais, ou qu'ils sont redevenus portugais, parce qu'il avait été, il fut un temps, alors que pour le Portugal, cette inscription est purement provisoire et n'implique pas du tout la naturalisation. Sauf que ces personnes vont penser qu'elles sont portugaises, et Salonique va connaître la Première Guerre mondiale, les troupes françaises vont s'installer à Salonique, va connaître un énorme incendie en 1919, et Salonique va devenir une ville beaucoup moins riche. Et un certain nombre de Juifs de Salonique vont s'installer en France, au Brésil, aux États-Unis, et donc un certain nombre viennent en France, ou partout en Europe, avec des documents portugais. Et là, la grande hantise du ministère des Affaires étrangères portugais, c'est que ces gens qui ne sont pas considérés comme portugais aient des papiers portugais. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que dès les années 30, au ministère des Affaires étrangères portugais, il y a cette hantise de Juifs qui se disent portugais, mais qui ne le sont pas, pour eux. Il y a aussi cette crainte qu'à partir de 1933, beaucoup de Juifs qui quittent l'Allemagne ou l'Autriche ensuite demandent des papiers portugais. Et donc déjà, on vit dans un environnement au Portugal où il y a un ensemble de lois, de décrets-lois, etc., qui visent à empêcher les personnes qui sont considérées comme non portugaises, et beaucoup d'entre elles sont juives, de ne pas obtenir ces papiers. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai pu voir dans les archives, c'est que quand il est consul du Portugal à Anvers, Sousa Mendes, parfois, essaye d'aider certaines de ces personnes en les inscrivant, ce qui est une protection. Et il se fait déjà rappeler à l'ordre, par exemple, dès 1938, il se fait rappeler à l'ordre, vous ne pouvez pas inscrire ces personnes qui ne sont pas portugaises. Sousa Mendes, après plusieurs années à Anvers, est nommé consul à Bordeaux, en 1938. Il arrive à Bordeaux en 1938, c'est un consulat important. Il y a l'activité portuaire, qui est une ressource pour les consuls. Et, évidemment, quasiment un an après son arrivée, la guerre éclate. Et dès le début de la guerre, les autorités portugaises vont essayer d'empêcher que des Juifs, des réfugiés, des étrangers n'aillent au Portugal. On craint quoi ? On craint les révolutionnaires. Le Portugal est dirigé depuis... il y a une dictature qui s'est constituée à partir de 1926, et le principal homme de cette dictature, c'est António de Oliveira Salazar,
qui devient Premier ministre en 1932 et qui le restera jusqu'en 1968, donc pendant 36 ans. C'est long. Et quand il mourra, la dictature lui survivra encore quelques 6 années et la démocratie n'arrivera qu'en 1974. Et Salazar met en place une dictature de droite, nationaliste, conservatrice, et tout ce qui vient de l'étranger est vu comme dangereux, comme pernicieux, comme potentiellement révolutionnaire. Et donc, dès les années 30, je vous l'ai dit avec les Juifs de Salonique, mais il y a un ensemble de lois qui veillent à empêcher l'arrivée d'étrangers au Portugal, parce que c'est potentiellement des révolutionnaires, et notamment il y a toute une idée que les Juifs, étant les victimes de persécutions, sont des gens liés au communisme, à la subversion, donc on les considère comme dangereux, et aussi tout simplement parce que le Portugal, comme la plupart des pays des années 30, subit la crise économique, et on veut protéger le marché du travail national. Donc l'étranger, c'est potentiellement quelqu'un qui vient prendre le travail. Et donc, dès les années 30, il y a un ensemble de lois, de décrets-lois pour empêcher l'arrivée d'étrangers. Certaines lois ne le disent pas spécifiquement, mais visent notamment les Juifs. Et une des lois les plus connues, celle que vous verrez dans tous les manuels, c'est une circulaire 1914 du ministère des Affaires étrangères qui a envoyé à tous les ministres et tous les consuls, qui date du 11 novembre 1939, donc 2 mois après le début de la guerre, et qui dit, donc c'est plusieurs pages, mais que les consuls ne peuvent pas librement concéder des passeports ou des visas, plutôt, des visas sur des passeports, à certaines catégories de la population. Parmi elles, ceux qui possèdent un passeport Nansen. Les passeports Nansen, c'est des passeports qui ont été concédés pour que les Russes qui ont quitté la Russie à partir de 1917 puissent avoir des documents pour voyager, ne puissent pas le donner à des apatrides, alors qu'on est dans une Europe où il y a des milliers d'apatrides, notamment des Autrichiens qui ne peuvent pas voyager, et ne peuvent pas les considérer à des Juifs qui ne peuvent pas retourner dans leur pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez, l'Allemagne nazie, à partir de 1933, expulse ou fait partir des milliers de Juifs qui ont sur leur passeport un J qui fait que s'ils partent, ils ne peuvent plus revenir en Allemagne. Et donc, il y a ce texte qui fait que quand il reçoit une demande de visa, un consul portugais doit demander l'autorisation du ministère des Affaires étrangères à Lisbonne. À une époque où vous n'avez pas Internet et on ne fait pas des appels internationaux. C'est envoyé par télégramme, qui doit être payé par le requérant, et ça prend parfois des jours, voire des semaines, pour qu'il y ait une réponse. Et donc vous doutez bien qu'en juin 1940, demander à Lisbonne un visa, vous étiez sûr de ne pas voir la réponse avant que les nazis aient envahi toute la France. Il y a cette circulaire, pardon. Il y a aussi un autre texte qui est moins connu, c'est que à partir de 1939, dès octobre 1939, dans les années 20, 30, le Portugal et d'autres pays européens avaient signé des accords pour éviter, alors nous ça nous paraît normal qui vivons dans l'espace Schengen et dont nous bénéficions de cette liberté de circulation, mais auparavant il fallait souvent, quand on est dans un pays étranger, voire voisin, demander un visa pour aller dans ce pays. Dans les années 20, 30, surtout 20, il y a eu plusieurs accords bilatéraux pour faire qu'on n'ait plus besoin pour un Français d'aller au Portugal et demander un visa. En 1939, il est de nouveau nécessaire de demander un visa. Et de nouveau, un consul doit demander l'autorisation. Même pour un Français, catholique, apostolique et romain, ça ne rentre pas dans la ligne de compte, il faut demander un visa. Et donc, quand commence la guerre, vous avez ce consul, Sousa Mendes, mais comme tous les consuls, qui sont pris dans les contraintes qui sont, il faut demander à chaque fois l'autorisation de Lisbonne, et les autorisations de Lisbonne prennent plusieurs semaines. Et souvent, elles prennent plusieurs semaines pour être, au final, négatives. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça, ce que je vous ai dit, il ne faut pas se centrer seulement sur Sousa Mendes. Ça, c'est les contraintes que Sousa Mendes a dû affronter. Mais si vous étiez en France, français ou étranger, que vous vouliez quitter la France pour aller au Portugal, vous aviez un ensemble d'autres problèmes. D'une part, à partir de 1939, c'est la guerre en France, à partir de septembre, et la France a mis en place un régime de circulation en temps de guerre. La grande crainte, grosso modo, c'est les espions, et que les civils ne freinent ou ne rendent plus difficile des mouvements militaires. Et à partir de septembre 1939, quand se met en place ce régime, tous les Français qui veulent quitter la France, et les étrangers qui veulent quitter la France, doivent obtenir l'autorisation des autorités françaises, à la fois des autorités civiles, préfecture, et des autorités militaires. En plus, vous vous en doutez bien, si vous voulez quitter la France pour aller dans un autre pays, il faut que ce pays vous accepte.
et une pensée à tous ces juifs qui voulaient quitter l'Europe et rêvaient d'aller aux États-Unis ou vers un autre pays. Il fallait qu'ils obtiennent un visa d'immigration. Et souvent, notamment le consul du Portugal, ne donnait un visa que si vous présentiez un visa d'immigration d'un pays, les États-Unis par exemple, plus avoir payé votre billet de bateau, qui était surtout le bateau qu'on utilisait. Or, à l'époque, les États-Unis concèdent très peu de visas d'immigration. C'est un des drames de la Seconde Guerre mondiale et de la population juive en Europe, c'est que les États-Unis continuent à appliquer leur quota de 1920 à 1921 et ne font pas vraiment d'exception majeure pour les juifs qui essaient de fuir l'Europe. Donc beaucoup de juifs ou de personnes qui craignent d'être persécutées en Europe n'ont pas de visa. Alors vous avez surtout peut-être entendu parler de Varian Fry, qui est un intellectuel qui arrive à Marseille à l'été 1940 et qui a une liste d'artistes qu'il faut sauver. Le plus connu notamment est Chagall. Mais c'est parce que c'était extrêmement limité. En fait, les États-Unis étaient loin d'accepter toute la population. Et dernier élément qui est important, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que si vous voulez aller au Portugal depuis la France, il faut passer par l'Espagne. Et donc, il faut avoir un visa des autorités espagnoles. Tout ça pour vous dire qu'en 1939, mais surtout en 1940, les personnes qui vont se retrouver à Bordeaux, leur seul problème ne va pas être de trouver le consul du Portugal et d'obtenir un visa. Ça va être d'avoir un visa d'immigration, de trouver un billet de bateau, qui à l'époque sont tous pris d'assaut, d'avoir une autorisation de sortie du territoire français et un passage par l'Espagne. En mai-juin 1940, c'est ce que l'historien appelle, ou ce qu'on appelle tous, l'exode. L'exode, c'est difficile de le représenter de nos jours, c'est de 8 à 10 millions de personnes, pas que des Français, des Belges, des Néerlandais, des Luxembourgeois, qui quittent leur domicile, parfois sous les bombes, et qui vont vers le sud, avec cet espoir d'une réédition de la Première Guerre mondiale, c'est qu'à un moment, les troupes françaises arrêtent sur la Marne, sur la Seine, sur la Loire, les troupes allemandes, ce qui, comme vous le savez, ne va pas arriver. Et donc, il y a ce reflux de population qui craignent, d'une part, de se retrouver sous les bombes, qui craignent ce qu'on appelait à l'époque les atrocités allemandes, le fait que l'armée allemande s'attaque aux civils, qui craignent, pour certains d'entre eux, d'être arrêtés parce qu'ils sont allemands anti-nazis, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils ont eu maille à partir avec les nazis auparavant, ils pensent qu'ils peuvent avoir des problèmes. Et donc, c'est une population qui descend vers le sud, vers Marseille, vers la Bretagne, vers le Massif central, et notamment vers Bordeaux. Et ça, c'est une des rares images qu'on a de juin 1940 à Bordeaux, c'est ces voitures qui arrivent, pour peu que vous ayez une voiture. Beaucoup de gens ont fait ça à pied ou avec leur bicyclette. Et pendant cet exode, les historiens estiment, c'est difficile de savoir, qu'il y a eu environ 100 000 morts. Des gens qui sont morts par bombardement, par accident, par différentes causes. Et Bordeaux est l'un des points d'arrivée, ce n'est pas le seul. Bordeaux a différents avantages. Bordeaux, d'une part, est le point d'arrivée, comme vous le savez, du gouvernement, qui, après avoir quitté Paris, être resté un temps sur des châteaux de la Loire, arrive à Bordeaux. Arrive avec le gouvernement, toute la diplomatie, les ambassadeurs de Roumanie, d'Espagne, des États-Unis, tout le monde arrive à Bordeaux, on les loge dans des châteaux du Bordelais, et arrivent des milliers de personnes qui ne trouvent pas où se loger, et qui pour beaucoup, pour Bordeaux, c'est une sorte de stade intermédiaire. Bordeaux a l'avantage d'être un port, donc on peut quitter Bordeaux par bateau ou aller jusqu'au Verdon. On peut aussi continuer encore vers le sud, si l'armée française n'arrête pas les armées allemandes, et aller vers l'Espagne, vers le Portugal. Comme vous le savez, c'est à Bordeaux que se joue l'arrivée le 16 juin au pouvoir du maréchal Pétain, le 17 juin quand il demande le cessez-le-feu, et le 18 juin, comme vous le savez, il y a l'appel du général de Gaulle que peu de gens ont entendu. Et beaucoup de gens, à partir notamment du 17 juin, mais même avant, les jours précédents, veulent aller au Portugal. Et ils se rendent au consulat du Portugal, qui est le quai Louis XVIII à Bordeaux, donc face à la Garonne, très près de la place Quinconce, si vous connaissez un peu la géographie bordelaise. Et ils savent qu'à Bordeaux, ce consul du Portugal concède des visas. On sait que dès 1939, voire même dès 1938, Sousa Mendes n'avait pas appliqué à la lettre les règles auxquelles il était contraint d'accepter.
Notamment, en 1939, il a permis à un républicain espagnol qui devait aller en Bolivie, qui habitait en France, d'aller vers le Portugal, où il devait faire juste un transit, et aller en Bolivie. Il n'avait pas demandé à temps les documents. Il s'est fait réprimander. Il est aussi intervenu en faveur d'un Autrichien juif, enseignant, qui était apatride et qui, j'ai retrouvé les lettres qu'il avait envoyées aux autorités françaises, qui avait demandé 12 visas d'immigration à des pays différents. Tous les pays d'immigration avaient refusé de lui octroyer un visa. Personne ne voulait de lui. Et il était dans cette situation un peu folle, c'est qu'il était en France, il était obligé de quitter la France, sauf qu'aucun pays ne voulait l'accepter. Et comme aucun pays ne voulait l'accepter, ce qu'il risquait, c'était d'être interné dans un camp d'internement. Et la seule personne qui a accepté de lui donner un visa, c'est Sousa Mendes. Sousa Mendes, quand il lui donne un visa qui lui permet d'aller au Portugal pour ensuite essayer de partir dans un autre pays, il se fait réprimander. Donc on sait qu'il y a quelques pistes qui montrent que Sousa Mendes, avant même 1940, avait l'air d'être attentif à la souffrance de ces personnes qui étaient expulsées de leur pays, mais dont personne ne voulait. Ce qu'on appelle les indésirables au monde, ces réfugiés dont personne ne veut. Et donc, dès juin, et surtout à partir du 17 juin, Sousa Mendes commence à concéder des visas sans demander l'autorisation de Lisbonne. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette figure héroïque, on a beaucoup centré sur Sousa Mendes, mais on oublie que si Sousa Mendes signait des visas pour rentrer au Portugal, il fallait rentrer en Espagne. Et une chose qui est souvent moins connue, c'est qu'il y a eu un rôle d'un diplomate espagnol, que vous ne connaissez probablement pas, qui est encore assez peu connu, qui s'appelle Eduardo Proper y Calderón. C'est-à-dire que ce monsieur, qui était un diplomate espagnol, également franquiste, n'y voyez pas quelqu'un d'extrême gauche, en aucun cas conservateur, qui travaillait à l'ambassade de l'Espagne à Madrid. L'ambassade espagnole à Madrid se déplace dans le Bordelais, il se rend au consulat pour voir comment vont les choses, et il se rend compte que le consul espagnol à Bordeaux est parti, a fermé le consulat et est parti. Donc toutes les personnes qui voulaient aller au Portugal avaient besoin d'un visa espagnol, se retrouvaient face à un consulat fermé. Et Proper y Calderón a décidé, en justifiant cela du fait des conditions exceptionnelles, d'ouvrir, alors qu'il n'est pas consul, d'ouvrir le consulat et de viser, lui aussi, des visas de transit vers l'Espagne. Donc si on fait un peu d'histoire contrefactuelle, l'action de Sousa Mendes aurait pu être réduite quasiment au néant si ce Proper y Calderón ou d'autres consuls espagnols, notamment il y en avait un Honda, il y en avait un Pau, etc., n'avaient pas signé également des visas de transit. Une des personnes qui va jouer un rôle également est le rabbin Kruger. C'était un rabbin qui venait d'Anvers et qui, a priori, ne connaissait pas Sousa Mendes auparavant, qui avait demandé un visa à Sousa Mendes. Et Sousa Mendes l'accueille chez lui dans le consulat avec sa famille, qui avait aussi une famille assez nombreuse. Et au bout d'un moment, Sousa Mendes lui dit qu'il a décidé de délivrer des visas à tous ceux qui le demandent sans appliquer les règles exigées par le gouvernement portugais. Et le rabbin Kruger va aider, d'une part, à faire savoir cette nouvelle auprès de la population des réfugiés de Bordeaux, et va aider à faire signer des visas. Et donc pendant quelques jours, une partie de la famille de Sousa Mendes, une partie de la famille Kruger vont faire à la chaîne viser des visas. Il y a une anecdote aussi sur Proper y Calderón qui disait que lui-même visait des visas avec les deux mains pour aller plus vite. Alors c'est une légende, etc. Mais il faut bien voir qu'il y avait des centaines, des milliers de visas à signer. Donc on sait que Sousa Mendes décide, et il sait qu'il est hors du cadre de la loi, de signer des visas. Et le 20 juin, il décide d'aller à Bayonne, où vous avez un consulat du Portugal, donc rue du Pilori, donc au fond de la rue, vous voyez la cathédrale. Et il décide d'aller à Bayonne, parce qu'une grande partie du flot des réfugiés a quitté Bordeaux, ceux qui veulent partir, a quitté Bordeaux, et sont dirigés vers la frontière avec l'Espagne. Le consul du Portugal à Bayonne n'était pas vraiment dans le même état d'esprit que lui. Il voyait tous ces gens
s'agglutiner. Il faut voir que Bayonne était, comme Bordeaux, pleine de réfugiés. Les gens dormaient dans la rue, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Les gens étaient partout. Et donc, il a demandé des ordres ou des indications au consul qui sont supérieurs hiérarchiques à Bordeaux. Et Sousa Mendes décide de venir à Bayonne. Et à Bayonne, il fait la même chose qu'il fait à Bordeaux. Il décide, à partir de maintenant, de donner des visas à tous ceux qui les demandent. Et une des grandes craintes, c'est que le consulat était dans une vieille maison, et on craignait notamment que les gens, s'amoncellant dans les escaliers, que l'escalier tombe, ce qui était un danger. Et donc, il décide de prendre les passeports dans la rue, de les monter, de les faire signer, et ensuite de les redistribuer. Et donc, pour beaucoup, ça a été vu comme la possibilité, si on obtenait un visa espagnol, de voir sa vie sauvée. Très très vite, les autorités portugaises vont être au courant. Pourquoi elles vont être au courant? Parce que le 20 juin notamment, une Anglaise qui a obtenu un visa à Bordeaux se plaint. Elle se plaint notamment, elle dit oui, le consul certes donne des visas, mais il demande de l'argent pour un fonds de charité. On peut y dire une sorte de suspicion de corruption. Et donc le 20 juin, les autorités britanniques demandent des informations au Portugal. Ça met la puce sur l'oreille aux autorités portugaises. Et du côté espagnol, l'ambassadeur du Portugal en Espagne, qui est un très très proche de Salazar, voit que beaucoup de réfugiés rentrent en Espagne en direction du Portugal, donc décide d'aller sur la frontière. Et Sousa Mendes ne s'arrête pas à Bayonne, il décide d'aller au plus près de la frontière, et il se rend à Hendaye, sur la frontière, où il décide de viser des passeports. Et là encore, il faut vraiment avoir à l'esprit que ce visa de Sousa Mendes n'était pas suffisant pour entrer en Espagne. Il y a notamment dans la presse espagnole, il y avait la presse qui était franquiste, la presse espagnole qui se plaisait à décrire Hendaye, Irún, la frontière, le point international que vous connaissez probablement, en disant que seuls rentraient en Espagne ceux qui avaient un visa espagnol. Et il donnait un cas que vous connaissez peut-être, qui est celui de Kerensky, qui avait été un des premiers premiers ministres russes en 1917, qui ensuite va quitter le pouvoir avec la révolution de Lénine et de ses acolytes, et qui est réfugié en France. Il obtient un visa portugais en juin 1940, il obtient une sortie du territoire français, et quand il se présente à Hendaye le 15 juin 1915, si j'ai bonne mémoire, on lui refuse l'entrée. On lui dit « mais vous n'avez pas de visa espagnol ». Visa espagnol, tout à fait. Donc on l'oblige à rentrer à Pau pour obtenir un visa espagnol. Et dans la presse espagnole, ce qu'on dit, c'est que ne rentrent seulement en Espagne que ceux qui ont un visa espagnol. Et pour que vous ayez une idée, dans la presse, explique aussi que le consulat d'Espagne à Hendaye a été envahi par des demandeurs, que même un mur est tombé, tant la pression de la foule était importante. Donc là encore, le rôle de Sousa Mendes est primordial, mais vous voyez, il y a ces consulats espagnols qui ont été extrêmement importants. Et donc, il va à Hendaye et continue de concéder des visas jusqu'à ce que l'ambassadeur du Portugal en Espagne le retrouve, lui demande ce qu'il fait, lui dit d'arrêter, communique aux autorités espagnoles que désormais les visas du consul du Portugal à Bordeaux sont nuls et non avenus. Donc en fait, à partir du 25, ils ne valent plus rien. Et ce que va dire cet ambassadeur, c'est il lui semble que Sousa Mendes est devenu fou, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va également dire à la presse espagnole, et il y a notamment un article de presse espagnole qui dit que le consul est devenu fou, et il lui demande d'arrêter son action, de rentrer à Bordeaux, de prendre ses affaires et d'aller au Portugal. Il semblerait que le 25 juin, Sousa Mendes réussisse encore à faire passer un convoi de réfugiés par la frontière de Biriatou. La frontière de Biriatou un peu plus loin. À l'époque, il n'y a pas encore autant de télégrammes que de... Et donc, en fait, il semblerait que les douaniers à Biriatou n'étaient pas au courant et qu'ils réussissent à faire passer en jouant un peu de son autorité de consul. Et donc, son action s'arrête le 25 juin. Le 25 juin, on lui ordonne de rentrer au Portugal pour devoir rendre des comptes. Et si l'ambassadeur du Portugal dit qu'il est fou, c'est qu'il y a une raison. C'est que sa crainte est de dire que, en donnant des visas, Sousa Mendes peut mettre en péril la stratégie portugaise, qui est celle de Salazar, qui est d'éviter à tout prix que le Portugal ne rentre dans la guerre. Salazar aura une seule
aura la grande préoccupation. Il ne veut surtout pas que le Portugal rentre dans la guerre. Et donc, il ne veut pas donner de justification ou de raison à l'Allemagne de s'attaquer au Portugal. Ça peut nous paraître étrange a posteriori, mais c'est sa grande crainte. Et donc, ce que dit l'ambassadeur espagnol, c'est est-ce que les Allemands ne vont pas aller pourchasser ces réfugiés jusqu'au Portugal et envahir le Portugal? C'est vraiment la grande crainte. La grande crainte du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que l'Espagne et l'Allemagne s'entendent pour envahir le Portugal. Non pas parce que le Portugal et ses plages, etc., c'est pas ça, c'est parce que c'est le grand allié de la Grande-Bretagne. Et donc de faire une réédition de ce qui s'est passé pendant la guerre napoléonienne, où les troupes de Napoléon ont envahi le Portugal pour importuner surtout l'Angleterre. Et donc, dire que Sousa Mendes est fou, c'est disculper le gouvernement portugais. C'est pas de notre faute, c'est le consul qui est devenu fou. C'est pas nous. Début juillet, Sousa Mendes est contraint de rentrer à Lisbonne et le ministère des Affaires étrangères met en place un dossier disciplinaire, fait une enquête pour savoir ce qu'il est. Une des choses qu'il est importante de savoir, c'est que le ministre des Affaires étrangères de l'époque s'appelle Antonio de Oliveira Salazar. C'est-à-dire que Antonio Salazar est Premier ministre, ministre des Finances, ministre de la Guerre, ministre des Affaires étrangères. Et je peux en oublier. Et donc, en faisant cela, c'est à Salazar personnellement, c'est à son ministre qu'il a désobéi. Et donc, des diplomates font une enquête, et il y a des gens qui témoignent à charge, l'ambassadeur du Portugal en Espagne, le directeur de la police politique, qui se plaint de toutes les infractions commises, de l'arrivée, fin juin 1940, de milliers de réfugiés à la frontière, qui ont un visa, donc il faut les laisser rentrer. Et de toute façon, les Espagnols disent « Ah non, mais il a un visa, donc nous, on ne les garde pas. Vous avez accepté, vous avez accepté. » Donc, fort peu heureux de cela. Sousa Mendes réussit à faire témoigner des gens pour lui, ou du moins fait témoigner des gens, et notamment l'ambassadeur du Portugal en Belgique, qui lui-même a subi l'exode, a quitté la Belgique, est arrivé à Bordeaux, et qui ne veut pas trop défendre Sousa Mendes tout en le défendant. Et notamment, il a un discours, il dit, je vous paraphrase, il décrit les horreurs de l'exode, et il dit, il fallait avoir une force surhumaine pour pouvoir appliquer les ordres, alors que vous aviez des centaines de personnes qui lui suppliaient, qui pleuraient, qui disaient qu'ils allaient se faire fusiller et qui risquaient des camps de concentration. Mais il dit, en disant ça, il dit Sousa Mendes n'a pas été un bon fonctionnaire parce qu'il a désobéi. Mais il essaye de montrer, en parlant de camps de concentration, de fusillement, de guerre, de bombardement, les conditions telles qu'elles étaient. Donc, il y a des témoignages plutôt contre, des témoignages qui essayent de mettre dans leur contexte l'acte de Sousa Mendes. Sousa Mendes reçoit un ensemble d'accusations, il a la possibilité de se défendre, il fait un long document où il se défend, et notamment, il montre déjà une contradiction. C'est que très rapidement, dans la presse portugaise qui est aux ordres, il y a une censure, et donc n'est publié dans la presse portugaise que ce que le gouvernement veut bien qu'on dise. Et dès fin juin 40, dès juillet 1940, plusieurs articles disent « Regardez le Portugal, pays catholique, chrétien, avec les valeurs d'hospitalité, accueille des réfugiés qui fuient la guerre et arrive dans ce pays qui a un havre de paix dans une Europe en guerre. » En plus, ça tombe, c'est les hasards de l'histoire, fin juin 1940, s'est ouvert à Lisbonne une grande exposition, l'exposition du monde portugais. Si vous êtes allé à Lisbonne, vous avez tous vu ce monument, le patron des découvertes. Vous avez les différents navigateurs à côté de la tour de Belém. C'est un monument qui a été fait une première fois en 1940 pour cette grande exposition. Et cette exposition était censée montrer comment le Salazar avait apporté de l'ordre au Portugal et dans son empire, et comment le Portugal était un grand empire. Et donc dans la presse, fin juin, début juillet, il y a plusieurs articles qui montrent le fait que des réfugiés aillent au Portugal et que le Portugal les accueille montre la justesse de la politique de Salazar, le fait qu'il ne rentre pas dans des aventures guerrières, le fait que le Portugal est un havre de paix. Et donc, Sousa Mendes peut déjà dire on me reproche quelque chose, mais en fait, si ces gens sont au Portugal, c'est grâce à moi. C'est moi qui, au nom des valeurs chrétiennes, les ai sauvés. Donc, il se défend, et au ministère des Affaires étrangères, les personnes qui instruisent son dossier l'instructeur propose de 30 à 180 jours, donc de 1 mois, de 6 mois de suspension du salaire, qui est une peine relativement dure contre un consul, etc. Ça passe à un niveau au-dessus,
où là, on dit 30 à 180 jours, et après, on le rétrograde à un niveau inférieur dans la carrière diplomatique. Mais donc, on n'arrête pas ça. On ne suspend pas sa carrière diplomatique, on le rétrograde. C'est une punition très dure. Mais le dernier mot revient à Salazar. Et Salazar décide, seul, de ne pas suivre les suggestions qu'on lui a faites. Il décide de suspendre, de mettre à pied tout de suite Sousa Mendes, qui pendant un an a le droit à la moitié de ses rémunérations et qui, au bout de cette année, est suspendu et démis de ses fonctions. Point final. Donc, il fait partir Sousa Mendes de la carrière diplomatique. Ce fait d'avoir pendant un an la moitié de ses revenus fait qu'ensuite le calcul de sa retraite va être en partie basé sur cela, et donc il aura une retraite de misère. Et à l'époque, Sousa Mendes n'a que 55 ans. Et je vous rappelle qu'il a 12 enfants. Et donc, il se retrouve littéralement dans une situation financière impossible. Et ensuite, imaginez comment voulez-vous trouver un emploi au Portugal si vous avez la réputation de persona non grata. Donc, évidemment, Sousa Mendes va essayer de faire tout ce qu'il peut pour revenir sur des décisions. Il va essayer de rencontrer à plusieurs reprises Salazar. Salazar refusera toujours de le rencontrer. Son frère connaît Salazar, il a été ministre. Son frère écrit rien du tout. Au ministère des Affaires étrangères arrivent quelques lettres de réfugiés qui remercient le ministère de les avoir obtenu un visa, etc. Beaucoup de ces réfugiés ne vont pas avoir conscience de l'acte et du risque qu'a commis le consul. Ils ont pensé qu'il a fait son travail et rien de plus, mais certains vont le remercier. Ça n'a aucune incidence. Et donc, à partir de 1940, Sousa Mendes se retrouve dans la misère. Ses premières actions n'ont aucun effet. En 1945, c'est la fin de la guerre, et dès le lendemain de la fin de la guerre, le 9 mai 1945, Salazar fait un discours à l'Assemblée nationale portugaise pour fêter la fin de la guerre, pour s'auto-congratuler du fait que le Portugal ne soit pas rentré dans la guerre, pour dire que, évidemment, qu'il a toujours appuyé depuis le début l'Angleterre et les États-Unis, alors que c'est un peu plus compliqué que cela. Et notamment, il dit, et pendant cette guerre, nous avons pu montrer nos valeurs chrétiennes, notre moralité, en accueillant des réfugiés. Le Portugal a été le lieu qui a permis à des réfugiés, notamment pendant la guerre, il y a eu quelques enfants juifs qui ont pu transiter par le Portugal pour aller soit vers la Palestine, soit vers les États-Unis. Donc pour s'auto-congratuler d'avoir permis de sauver des réfugiés, notamment des juifs. Il voit l'ironie de la chose. Ça veut dire qu'il a suspendu et relégué dans la pire des misères celui qui a permis cela, mais il s'auto-congratule. Sousa Mendes pense que c'est peut-être le moment, en fait. La guerre est finie, on n'a plus peur que les Allemands envahissent le Portugal, et il écrit de nouveau à Salazar, il écrit à l'Assemblée nationale, il écrit à l'ambassade anglaise, il écrit à des autorités belges, parce que beaucoup de Belges sont passés par le Portugal. Rien. Strictement rien. C'est-à-dire que Salazar ne daigne toujours pas l'accueillir. Et en dépit de l'intervention de l'ambassade anglaise, d'autorités belges, rien du tout. Et il continue. Une grande partie de la population portugaise ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Il y a quelques articles de presse qui paraissent dans le Brésil, parce qu'il a eu des contacts dans le Brésil, mais strictement rien. Même l'opposition portugaise, l'opposition anti-salazariste, ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Et donc, en dépit de la fin de la guerre, Sousa Mendes va continuer à ne pas pouvoir trouver d'emploi, à vivre dans la misère, à être très fréquemment malade. Et je vous ai montré tout à l'heure son palais. Il avait des biens qu'il doit vendre au fur et à mesure pour pouvoir s'alimenter. Une grande partie de ses enfants doivent quitter le Portugal. Certains vont aux États-Unis, parce que certains d'entre eux sont nés aux États-Unis, et donc 2 d'entre eux vont notamment participer à la Seconde Guerre mondiale sous l'uniforme américain. Certains partent au Congo belge, puisqu'ils avaient déjà des liens, mais une grande partie de sa famille se disloque, parce qu'il est impossible qu'il reste et qu'il puisse au Portugal. Sa première épouse meurt, il se remariera peu après, avec une personne qui d'ailleurs était de Pau, et qui est enterrée au cimetière de Pau, et Sousa Mendes meurt en 1954. Dans l'oubli, il y a une nécrologie qui paraît au Congo belge, parce qu'il a de la famille au Congo belge, mais sinon, personne
ne sait ce qu'il a fait. Il n'y a strictement aucun article, nulle part, sauf cet article que je vous ai évoqué. Au début des 50, un de ses fils, qui est aux États-Unis, écrit un livre, un roman, qui tirait de l'histoire de son père. Mais son livre a quasiment aucun succès. Et personne ne s'en empare. Et donc, je pourrais presque arrêter mon histoire là, sauf que les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? D'une part, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré la photo du rabbin Kruger. Le rabbin Kruger, notamment, va faire en sorte qu'on reconnaisse cet acte. Et en 1966, Sosa Mendes est reconnu comme juif parmi les nations par Yad Vashem. C'est une première reconnaissance internationale, et notamment en Israël. Ce qui est poignant et ce qui montre à quel point Salazar a été obstiné dans cette question, c'est qu'une des filles de Sosa Mendes écrit en 68, avant que Salazar ne quitte le pouvoir, pour des raisons médicales, écrit une lettre à Salazar en lui disant mon père vient d'être reconnu juste parmi les nations, on ne connaît rien de lui au Portugal, etc. Donc pour l'informer, cette lettre, qui est aux archives portugaises, n'a même pas été lue par Salazar. Elle a envoyé à Salazar, mais Salazar avait des secrétaires, parce qu'il recevait beaucoup de lettres, et les secrétaires n'ont pas dû comprendre ce qu'il en était, n'ont pas dû penser que ça intéressait le dictateur, et l'ont renvoyé. Donc c'est-à-dire qu'au Portugal, jusqu'en 68, ou même 74, il ne se passe rien. En 74, c'est la révolution des œillets. Et donc on pourrait penser que les choses changent. Et au sein du ministère des Affaires étrangères, quelqu'un commence à retrouver ce dossier, va le consulter, va voir l'injustice qui a été commise, et va essayer que le ministère des Affaires étrangères reconnaisse a posteriori son erreur. Sauf que, il y a certes une révolution au Portugal, mais il n'y a pas une épuration au sein du ministère des Affaires étrangères. Quand Mario Soares, qui devient le premier ministre des Affaires étrangères, qui est exilé en France, il dit, si vous acceptez de représenter le Portugal démocratique, vous pouvez rester en place. Et donc, la structure même du ministère des Affaires étrangères est la même, et n'a pas du tout envie de se dédire. Et donc, l'initiative et les suggestions de ce diplomate de dire qu'il faut reconnaître notre erreur tombent dans l'oubli. C'est surtout à l'étranger qu'en fait, on a déjà vu qu'Israël, que la figure de Sosa Mendes va être reconnue. C'est notamment le cas à Bordeaux. Il y a un comité Sosa Mendes qui se forme, et notamment un prêtre français, le prêtre Rivière, qui va jouer pour qu'à Bordeaux, on connaisse cette histoire. Et une des manifestations de cela, c'est qu'il y a une statue dans une des esplanades bordelaise de Sosa Mendes. Il y a ce comité de Sosa Mendes avec un personnage infatigable qui est Manuel Sosa, qui va beaucoup faire pour qu'on reconnaisse, Manuel Diaz, pardon, qui va beaucoup faire pour qu'on reconnaisse son action, et il va faire beaucoup d'actions auprès des écoles à Bordeaux, donc pour qu'on le connaisse réellement, son action. Et ce n'est qu'au milieu des années 80 que l'Assemblée portugaise reconnaît l'injustice qui a été commise vis-à-vis de Sosa Mendes, qui le réhabilite et qui le replace, donc c'est symbolique évidemment, dans la carrière, qui annule le fait qu'il ait quitté la carrière diplomatique. Et comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, Sosa Mendes est un des hommes les plus célèbres au Portugal. Honneur du Panthéon, son palais va être restauré pour en faire un musée. Et pour terminer, ça, évidemment, il est tout à fait juste et honorable que sa mémoire soit désormais reconnue, mais au Portugal, Sosa Mendes, maintenant, permet de créer une image de l'histoire du Portugal un peu erronée. Je vous explique pourquoi. En 2016, le Portugal, un peu à l'image de l'Espagne, l'Assemblée a voté une loi qui permet la réintégration de la nationalité portugaise des Juifs séfarades. L'Espagne l'a également fait. C'est dire que ces Juifs séfarades, soit d'Espagne, soit du Portugal, qui ont quitté le Portugal à cause de l'Inquisition, et qui veulent revenir au Portugal, peuvent obtenir la nationalité portugaise. Et dans le préambule de la loi, vous avez un long préambule qui montre donc l'histoire de ces départs, qui met beaucoup en avant le fait que ces personnes ont gardé des noms portugais, Furtado, Peixoto, Mendes, tous ces noms portugais, qu'ils ont souvent gardé des rituels liés au Portugal, et que donc il y a une injustice et qu'il faut la combler. Ce qui pour un historien est complètement fou dans ce préambule, c'est que jamais il n'est suggéré ni indiqué que une grande partie, que le grand drame de l'histoire du judaïsme, c'est l'Holocauste. Il n'est rien dit sur l'Holocauste et le massacre des Juifs.
notamment un des lieux qui a été toute l'Europe dominée par l'Allemagne, mais notamment à Salonique, quasiment, qui est une grande ville juive d'Europe, a complètement été décimée par les Allemands et par l'Holocauste. Là, quasiment tous les Juifs de Salonique ont été. Et en partie, ce que ça cache, ce que Sousa Mendes cache, c'est que pendant la guerre, il y a eu la possibilité pour le Portugal, et notamment pour Salazar, c'est Salazar qui est le coupable ici, hein, j'entends bien, de permettre le rapatriement de Juifs séfarades qui étaient en France, à Amsterdam, une grande communauté, beaucoup de Juifs d'Amsterdam étaient d'origine portugaise, et à Salonique. Et Salazar n'a strictement rien fait pour sauver les communautés juives d'Amsterdam et de Salonique. Et donc le Portugal se crée une histoire, nous avons sauvé une population juive, alors qu'en fait, le Portugal, et ce qui est étonnant, c'est que maintenant on est en démocratie et qui n'est pas responsable des actes de Salazar, ne l'a pas du tout été fait. Donc le Portugal se crée maintenant une figure, à travers Sousa Mendes, de grand sauveur de la population juive pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que, comme vous le voyez, la réalité est bien plus complexe. Je vous remercie et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.